Écoute, merci Clément d'être avec nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse te connaître toi, qu'on connaisse ta marque. Je pense qu'énormément de personnes connaissent. Donc voilà, le but est d'en savoir un peu plus sur le mythe de cette marque Maison Morphin. Ouais, et ben écoute, déjà merci pour l'invitation. Bon, Clément Morphin, j'ai 27 ans, je suis d'Ardèche et du coup j'ai lancé ma marque il y a quasiment 3 ans. En février, on fêtera les 3 ans. Tout récemment renommé puisque du coup on était sur Olympe Luxury avant, là on est sur Maison Morphin, on a changé totalement de positionnement marketing de la marque et du coup c'est ce qui justifie un peu ce nouveau changement de nom de marque. Et voilà, je fais des vidéos sur TikTok, ça a été le réseau qui a fait connaître la marque. Et j'ai également un petit YouTube que j'essaye de reprendre tout juste là en janvier après une petite pause de 2 mois puisque les novembre-décembre a été un rush incommensurable au niveau des ventes, ça a été très compliqué, j'ai très peu dormi. Peut-être les cernes sont encore un peu sous mes yeux. Ça va encore. Mais ça va, c'est ok. Et du coup voilà, ouais, j'ai créé ma marque et voilà, on essaie de faire en sorte que ça se développe. Ça marche. Parce que du coup, comme tout le monde, je pense que je t'ai connu via TikTok où tu as quand même beaucoup de visibilité. Tu as créé ta marque avant TikTok ou comment explique-nous un peu le début. Comment t'en es venu sur TikTok? Le début, j'ai protégé la marque à l'INPI en décembre 2020. Ok. C'était, je crois, au deuxième confinement. Le premier confinement, j'avais déjà commencé à regarder pour créer une marque, etc. Parce que je suis un peu, tu vois, j'ai toujours été un peu très entrepreneur. J'avais déjà d'autres business avant. Et je m'ennuyais beaucoup, tu vois. J'étais pas trop la team PlayStation, etc. Pendant le confinement, j'étais plus, tu vois, team à essayer d'entreprendre. Alors, le premier confinement, ça a été des tests à l'arrache, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je lance un e-commerce? Est-ce que je fais un... Ouais, c'était très flou. Et deuxième confinement, je me suis dit, OK, là, je lance le truc. Et au final, j'ai protégé la marque en décembre 2020 à l'INPI. Et puis, je l'ai lancé en février. Je te cache pas qu'au final, j'avais pas forcément de stratégie TikTok à la base. Ouais. C'était un réseau que j'utilisais comme ça, mais c'était un peu encore les débuts, tu vois, en 2020. Et à l'époque, c'était avec mon ex et tout, on faisait des vidéos sur TikTok. C'était elle qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai vu que ça pouvait être une plateforme même plus pro, qu'on pouvait un peu rendre un peu plus professionnelle, tu vois. Au début, c'était beaucoup les danses et compagnie. Et moi, quand j'ai créé la marque, enfin quand j'ai voulu du coup la lancer en février, et donc je l'ai protégée en décembre 2020, et je l'ai lancée officiellement en février 2021. Je me suis dit, vas-y, je vais faire du Google Ads et du Facebook Ads, donc je m'étais formé, etc. Moi, ma stratégie vraiment de pub à la base, ça devait être ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, le jour du lancement, je fais un petit TikTok, on verra si ça prend, vu que visiblement, des fois, quand tu arrives à faire un truc un peu accrocheur, il y a de l'audience, ça peut toujours être pas mal. Donc, j'avais préparé une vidéo où il y avait les 100 montres, parce que je lançais un seul modèle à l'époque, et je les avais tous en stock. Je voulais pas faire du dropshipping, je voulais vraiment avoir le stock chez moi, quitte à perdre de l'argent si au final, j'en vendais zéro. Et j'avais mis toutes les montres dans mon chez moi, tu vois, et en disant, voilà, après 3 mois de travail, parce que j'avais travaillé un peu plus de 3 mois pour créer la collection, je lance enfin ma marque, etc. C'est une série numérotée. Et la vidéo, en fait, le soir même avait fait, je sais pas, 20-30 000 vues, je crois. Ouais, et j'avais fait une dizaine de ventes dans la soirée. Et moi, j'étais comme un fou, tu vois. Donc ça a pris j'ai fait 1500 € de vente le premier soir. Ok, incroyable. Mais du coup, t'as tout développé de A à Z. Le premier modèle que t'as tiré en 100 exemplaires, t'avais tout fait de A à Z en gros dans ta chambre tout seul. Ouais, en gros, c'était de chez moi, c'est ça. Alors, au début, c'était beaucoup plus facile, tu vois. On partait d'un design catalogue. Ouais. Et derrière, tu pouvais le modifier comme tu voulais. Parce que niveau trésorerie, tu vois, la première collection, j'ai mis 10 000 € sur la table. Après, moi, j'ai beaucoup progressé avec la marque, tu vois. Au début, je savais faire du design, mais j'ai surtout appris après, tu vois. Ou après, comme actuellement, je design tout de A à Z. Mais à la base, tu pouvais partir sur des bases existantes. Donc, ça permettait aussi, avec 10 000 € pour pouvoir lancer une collection. Alors qu'en fait, si tu fais un design sur mesure, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire centaines qu'il te faut. Et au final, j'avais fait le logo, j'avais fait le site internet. J'ai rien délégué. J'ai fait les photos produits, les vidéos produits, les négociations fournisseurs, la gestion du packaging, etc. Puisque j'avais un fournisseur pour chaque chose du packaging. J'avais un fournisseur pour les montres. Et après, tu devais choisir le mouvement, le logo, comment tu voulais, etc., etc. Et au final, ça m'a permis d'être prêt, en 3-4 mois. Ok, incroyable. Et donc, comme tu dis, le premier soir, hop, 10 ventes. Donc là, tu te dis, t'es dans ta chambre, tu te dis... Ouais, c'est dans mon appart, dans mon salon, c'était le Bagdad. Ça faisait que sonner, c'était un bordel. Et les gens étaient super réceptifs. Après, c'était des montres à 129 €, tu vois. Donc, c'était des plus petits budgets. Donc, ça partait beaucoup mieux pour du TikTok, tu vois. L'audience est un peu moins qualifiée. Aujourd'hui, je suis quand même sur TikTok et je vends des montres à 1200, mais c'est sûr que j'aurai encore des montres à 100-200 €. Ce serait beaucoup plus de ventes, mais ça, on en reviendra peut-être un peu après dans l'interview. Mais c'est vrai que c'était en tout cas un produit qui allait super bien avec TikTok parce que c'était du petit budget, les gens pouvaient acheter de manière un peu compulsive. Et c'est ce qui a fait que dès le premier soir, j'ai eu une dizaine de ventes. Ok, incroyable. Et toi, tu viens du monde de l'horlogerie de base, ou t'étais un peu en mode je veux un projet,
j'aime bien typiquement les montres, pourquoi pas tester? Ouais, alors non, pas du tout. Moi, j'ai plaqué mes études, tu vois, pour lancer mes entreprises. J'avais validé ma licence commerce marketing. Ok. Avant, j'étais en gestion en PME. J'ai fait un BTS avant et je devais signer un master et le matin je devais signer l'alternance. J'ai tout plaqué. Je me suis dit oh, ça me saoule, j'ai pas envie de faire. Enfin, j'avais toujours l'idée de vouloir lancer un truc, de créer quelque chose de mes mains. J'avais déjà un business à l'époque et je me suis dit en vrai si je vire le facteur école et entreprise parce que j'étais en alternance en plus, qui me prend 90% de ma journée et que je me mets à fond sur un projet, je peux lancer un truc. Alors, au début, je lançais une première boîte et après la deuxième, c'était la marque de monstre. Ouais. Et évidemment, en parallèle de ça, j'étais un grand passionné de montre. J'avais acheté ma première automatique pendant mon alternance. Okay. Et c'est pour ça que j'ai aussi évolué parce que j'ai malgré tout lancé la marque avec beaucoup moins de compétences et de connaissances que ce que j'ai actuellement. Et ma passion pour l'horlogerie a énormément augmenté pendant que j'ai ma marque. Donc, j'ai aussi progressé en même temps que la marque. Et du coup, oui, j'avais acheté ma première montre automatique et j'étais du coup devenu fan des montres automatiques. Okay. Je regardais toutes les vidéos. Sur moi, tu vois, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie. J'ai eu la muscu, j'ai eu plein de choses. Ouais. Et quand je le mets dans un truc, c'est 300%. Okay. Donc, je regardais toutes les vidéos des youtubeurs, je suis abonné à tous les youtubeurs, j'ai regardé les vidéos, etc. Et ça m'a énormément inspiré. Et par exemple, tu vois, je me souviens encore d'être devant les vidéos de GMK qui unboxait les packaging, la surboîte, etc. Et je me disais, putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas de petites marques qui offrent la même expérience avec une qualité produit correcte où la montre elle va pas tomber en panne au bout de 2 ans, mais avec un petit budget pour pouvoir vivre cette émotion du luxe, mais sans débourser 10 000, 20 000 euros ou être sur liste d'attente, etc. Et c'est là qu'est émergé, tu vois, l'idée de créer une marque avec un petit peu tout ce que j'aimais en horlogerie et le rendre accessible à des tarifs intéressants. Sachant que moi, je suis issu d'un milieu très modeste, tu vois. Ma mère est femme de ménage, j'ai toujours été je me suis toujours débrouillé dans la vie, donc j'avais pas de gros budget. Je me suis dit, c'est dommage que les gens comme nous qui avons moins de budget puissent pas vivre en fait l'émotion d'une grande marque, une expérience client digne d'une grande marque. Ok, ouais, je vois. Et comment t'as fait ta transition? Tu lances ton premier modèle, t'écoules ton premier stock. À partir de quand tu comprends un peu que ça peut devenir sérieux? Bah, moi, dans ma tête, de toute façon, j'ai jamais, tu vois, on va dire, envisagé l'échec que ça fonctionne pas. Dès que, tu vois, Facebook, Insta, j'ai fait du Facebook, Insta pendant 1 an, ça marchait moyennement. TikTok, d'une vidéo à l'autre, ça pouvait vendre, pas vendre. Mais je m'obstinais, tu vois, j'essayais de trouver des pistes de résolution. Et j'avais toujours cette quête à vouloir augmenter en gamme. Donc, dès le deuxième modèle, je suis passé d'un modèle à 129 € à 400 parce que je suis passé sur du tungstène, du verre saphir. J'ai amélioré, j'avais plus de trésorerie. Donc, en fait, tout ce que j'avais gagné grâce à la première collection, je l'ai remis sur la table. Et derrière, j'avais investi pour faire une collection un peu plus haut de gamme. Donc là, on était autour des 400 €, toujours en pièces limitées. Mais là, on avait introduit un acier de meilleure qualité, un verre saphir inrayable, un mouvement de meilleure qualité. Et j'ai continué comme ça, petit à petit, à monter en gamme. Là, on était toujours sur une pièce catalogue. À partir de quand tu as commencé à designer tes propres pièces? Ça a été à partir de l'année suivante, je crois. En fait, j'ai constamment réinvesti l'argent. Et dès que j'avais suffisamment d'argent pour pouvoir dire aux fournisseurs, ça y est, j'ai mon design, parce que les usines ne veulent pas mettre d'ingénieurs et créer des moules si tu leur demandes que 10 pièces. Ou alors, tu peux le faire comme actuellement avec du 25 pièces. Mais en fait, le coût d'achat unitaire est tellement cher parce que tu demandes de la grosse qualité que eux, en fait, tu leur fais un gros virement, donc ça leur suffit. Mais quand tu proposes des pièces encore à 2, 3, 4, 500 €, ils voudront pas te faire la série si tu demandes 25 ou 50 pièces. Donc dès que j'ai eu l'argent, j'ai directement après fait mes propres designs. Ça m'a permis d'évoluer aussi avec la marque, comprendre les procédures, les choses à améliorer, etc., etc. Même si dès la 3e collection, tu vois, j'avais déjà customisé le mouvement. Le guichet de date, il était customisé. On n'avait pas du tout le même bracelet de base. Le modèle était plus sur catalogue. En fait, on avait déjà personnalisé les aiguilles, personnalisé le bracelet, le fermoir. Le mouvement était plus le même. Parce que j'ai fait une réédition du premier modèle avec plein de changements autour. J'ai corrigé plein de choses. Donc en soi, c'était quand même un modèle au final unique, tu vois. C'était pas un truc où j'avais juste posé le logo. Il y avait quand même du travail. Mais le vrai design proprement parlé, c'était à partir de 2022, un an après. Le temps d'accumuler suffisamment de trésorerie en fait. Et durant toute cette étape-là, t'es resté entre guillemets tout seul ou avec ton ex du coup? Enfin, t'étais tout seul sur ce projet-là ou J'étais tout seul, j'ai fait 2 ans d'auto-entrepreneur et je faisais tout seul en fait. Donc j'ai très peu dormi, tu vois, parce que il fallait synchroniser tous les fournisseurs, faire les designs, préparer les collections suivantes, faire les commandes, mettre à jour le site internet, faire les vidéos produits, les notices d'utilisation à designer. Enfin, il y a un travail incommensurable. Ok. Là, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu compris l'histoire, on va plus rester sur entre guillemets Olympe Luxury qu'on a connu, je pense qu'il y a 1 an avec tous les modèles, plus du coup Maison Morphin. Enfin, je connais énormément parce que du coup je te suis sur les réseaux, je pense que je vais faire style que je connais pas. Déjà, parle-nous du fait que tu passes de Olympe Luxury à Maison Morphin, ce que ça a pu changer, à partir de quand tu te dis bon là faut qu'on passe un step, parce que même à titre perso je trouve que rien que dans les designs ça a été beaucoup plus épuré aujourd'hui. En fait moi j'ai énormément progressé avec la marque en fait.
Et j'ai su écouter les remarques positives, constructives, même si c'était négatif, celles qui étaient constructives, je les ai écoutées, tu vois. Moi, j'ai énormément progressé avec la marque. Tu vois, je suis passé de passionné très modeste qui connaissait quand même pas grand chose à maintenant où je connais tout le système d'une montre, je connais énormément de marques, leurs procédures de fabrication. Je suis allé en atelier, j'ai rencontré des artisans en France, je suis entouré d'horlogers. Et si tu veux, ça me correspondait de moins en moins aujourd'hui au Olympe-Luxury. C'est pour ça que j'ai renommé, je voulais vraiment faire peau neuve et vraiment repartir sur quelque chose de encore plus sérieux. Et moi, j'ai pas levé de fonds, j'ai pas fait de crédit. Je suis pas fils de personne, donc mes parents m'ont donné 0 €. Je suis toujours débrouillé, tu vois. Et en fait, si tu veux, j'attendais surtout la transition d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir faire une marque digne de ce nom. Donc en fait, j'ai tiré Olympe jusqu'au moment où j'avais suffisamment d'argent pour pouvoir avoir assez de trésorerie, lancer Maison Morphin et vraiment augmenter en gamme. Mais ça a été quand même un énorme pari parce que j'ai doublé les prix, mais je suis passé sur du Swiss Made. Et moi, c'est qu'avec le temps, les designs, je les aime de plus en plus minimalistes, mais quand même travaillés, tu vois. Donc c'est vrai que ça a été 2 positionnements marketing différents et c'est vrai qu'aujourd'hui, je tends à essayer de vraiment faire comprendre qu'on est sur une nouvelle ère et de me dissocier un peu de l'image Olympe Luxury, ne serait-ce que dans le nom, tu vois, en donnant mon nom de famille à la marque et en créant une marque éponyme, tu vois, tu donnes un certain standing à ta marque, ça veut dire que tu as confiance dans ton produit parce que tu donnes ton nom de famille à ton propre produit. Donc au final, oui, le fait d'avoir évolué avec la marque, d'avoir écouté aussi les gens, puisqu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que je suis une micro-marque, je suis quand même très à l'écoute de ce que les remarques qu'on va pouvoir me donner, si elles sont bien entendu constructives. Les non constructives, elles seront supprimées parce qu'au final, ça fait pas avancer le schmilblick et ça incite à la haine. Et l'idée, c'est pas de faire des vidéos pour inciter à la haine. L'idée, c'est de faire avancer les choses. Donc, tu vois, la marque, j'avais entendu que justement mon nom posait problème, donc j'ai voulu changer. J'ai compris que les gens, tout comme moi, étaient très soucieux d'égaliser parce que moi, je suis mon propre client à la base. Et même des fois, je mets un peu mon côté business de côté, alors qu'il faudrait peut-être que je regarde plus la rentabilité, tu vois, parce qu'une entreprise, il faut qu'elle soit pérenne dans le temps. Et si je veux recruter et agrandir l'équipe, il faudrait plus que je regarde cet aspect-là. Et c'est vrai que moi, étant donné que je suis mon premier client, j'ai toujours un peu le souci du détail, à vouloir faire plus et rajouter des choses, etc., quitte à ce que je fasse moins de marge. Et au final, bah voilà, j'ai écouté quand même les bonnes critiques et j'ai voulu renommer ça. Et aujourd'hui, on est sur Maison Morphin et on est sur un marketing totalement différent, plus sobre, plus épuré. J'écoute aussi également les remarques parce que même si aujourd'hui je suis sur Maison Morphin, ça ne veut pas dire pour autant que je fais que je suis parfait et qu'il n'y a aucune piste d'amélioration. Justement, moi, je compte sur la communauté bienveillante pour qu'on progresse tous ensemble et que je prenne les remarques positives et négatives, mais que ça me ressemble aussi, puisque moi, pour moi, il faut aussi que la marque me ressemble et que je me fasse plaisir en proposant quand même quelque chose dans la ligne que je voulais proposer de base. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Tu es toujours tout seul ou tu as un peu recruté, tu as du freelance? Dans le URL, je suis seul, mais moi, je travaille avec des collaborateurs. Donc, j'ai un auto-entrepreneur qui vient m'aider sur la partie montage vidéo, cadrage et écriture des vidéos sur TikTok parce que j'ai clairement plus le temps aujourd'hui vu que je suis en société avec tout à gérer, les collections. J'ai de plus en plus de clients, de plus en plus d'emails et j'ai de plus en plus de montres en circulation, donc de gens qui veulent changer le bracelet, qui veulent etc. faire des modifications sur leur montre, qui vont casser leur verre. Donc ça fait énormément de gestion. Donc là, je travaille avec quelqu'un qui m'aide sur cette partie. Là, je vais travailler avec un designer pour les collections suivantes. Je commence à déléguer un petit peu et puis même si j'arrive à me débrouiller en design jusqu'à maintenant, je les ai faits. Je pense il faut que je m'entoure encore de personnes encore plus compétentes que moi. Et ça va être le cas sur les collections qui vont arriver normalement en septembre, octobre, novembre 2024. Et là, je compte recruter du coup une personne, puisque du coup, j'ouvre mon magasin. Je pense à plein temps ou à mi-temps, faut que je vois, ou en alternance, puisque le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Et moi, je suis un peu dans un engrenage où je me suis toujours pas rémunéré. Et j'ai toujours besoin de plus de trésorerie. Parce qu'une fois que je fais une collection, il me faut une trésorerie pour 2 collections. Quand j'en aurai 2, il me faut une collection, de la trésorerie pour 3 ou 4 collections. Et en fait, c'est compliqué. Il faut arriver à gérer la trésorerie. C'est quand même une sacrée compétence. Là, j'ai vu que plusieurs trucs, on va rebondir sur plusieurs trucs, dont ton magasin. Parce que tu sors un nouveau modèle bientôt. Tu fonctionnes toujours sur un système de prévente, justement, pour essayer un peu de gommer ce côté trésor sans trop avancer de cash. Ouais. Alors la prévente, pour le coup, moi je voulais la proposer à partir de février pour pas trop faire attendre les gens parce qu'en effet, il y a une nouvelle collection qui arrive en avril. Mais je me suis dit, ouvrir les collections maintenant, fin décembre, début janvier, les gens ils vont attendre 5 mois. Et moi j'ai envie que mon client ait une bonne expérience. Et le fait d'attendre, pour moi, ça participe à une mauvaise expérience, même si au final, il y a beaucoup de marques qui fonctionnent sur la précommande. Mais j'ai tellement été harcelé de gens qui voulaient absolument précommander les nouvelles parce qu'ils avaient peur de la rater ou parce qu'ils avaient un numéro fétiche, etc. que du coup, j'ai ouvert en effet les précommandes fin décembre pour les nouvelles montres qui arrivent en avril 2024 et qui seront du coup disponibles en boutique.
Bon, de une, ça me fait de la trésorerie, c'est très bien. Et de deux, au moins, les clients, sont sûrs de pas rater le modèle. Ils ont leur numéro qu'ils voulaient en tête. Et quand je vois là qu'en 2 mois, je suis arrivé à être out of stock sur certains coloris de montres, et que de toute façon, il y a de plus en plus de clients, au moins, ça les assure de pas rater le modèle, quoi. Parce que du coup, si je comprends bien, quand là, demain, je suis intéressé par une montre, le jour de la précommande, je peux te demander le numéro de série que je veux. Dans l'idée, oui, c'est possible. En tout cas, pour novembre-décembre, c'était le cas, et j'essaie au maximum d'écouter ma clientèle, et s'il y a des gens qui veulent le tel ou tel numéro, leur attribuer. Alors ça demande une grosse gestion en interne, ne pas s'y perdre, etc. Parce que des fois, il y a des gens qui commandent, ils ne l'indiquent pas dans leur commande, après ils envoient un email, ou sinon ils écrivent sur Instagram. Alors niveau gestion, c'est très compliqué, mais j'essaie d'attribuer au maximum les numéros pour que voilà, il y ait un service supplémentaire. L'avantage d'être une micro-marque, c'est qu'on n'a pas la notoriété d'un Tissot, on n'a pas l'ancienneté d'une grande marque, mais on est plus flexible, on est un peu plus proche des clients, on est sur une entreprise à taille humaine, donc on peut avoir mes emails, j'essaie de les traiter dans la journée, même sous quelques heures, d'être super réactif. D'ailleurs, les gens nous le rendent bien parce qu'ils sont à chaque fois très contents du fait ils écrivent un email, ils ont tac au tac une réponse 1 heure après. Donc c'est aussi l'avantage d'être une micro-marque, c'est qu'aujourd'hui on est très proche des clients et ça leur permet d'avoir des privilèges comme pouvoir choisir un numéro de montre. Là où peut-être de grandes marques ne pourraient pas le faire parce que c'est beaucoup plus compliqué à gérer, quoi. Ok, ça c'est incroyable. Je voulais rebondir sur un autre truc. Tu ouvres ton premier magasin, du coup ça va se passer comment? Il va être où? C'est quoi le concept? Aujourd'hui, en fait, si tu veux, l'un des piliers de la marque, c'est l'expérience. Moi, j'ai envie justement de chouchouter le client qui vivent de belles émotions. Les gens retiennent que le packaging chez moi, mais c'est pas que ça le packaging. C'est l'expérience, c'est le fait d'avoir un service réactif par email. Le fait de pouvoir demander un rappel sur le site internet, parce que du coup, les gens peuvent demander un rappel sur le site internet et être rappelés sous 5 minutes. Donc pour moi, ça participe à l'expérience globale. Quand il y a une commande qui arrive, elle est expédiée dans les 24 heures et traitée dans la journée. Donc ça fait partie de l'expérience. Mais le souci, c'est que c'est bien sympa l'expérience en ligne, mais c'est pas l'expérience humaine qu'on peut avoir en physique. Et étant donné qu'on a fait quand même 2 mois très intéressants en novembre-décembre, la trésorerie, je me suis dit, je vais la réinvestir dans la collection 2024 en avril, la réinvestir dans la collection suivante qui arrivera autour de septembre-octobre. Mais le magasin, étant donné qu'il y a énormément de gens qui me demandaient où était le magasin, et que je compte recruter, et que du coup ici on est trop serré pour être à 3, donc c'est trop compliqué. Je me suis dit autant avoir déménagé et trouver un endroit où il y a aussi du coup une surface de vente où on peut justement retranscrire cette émotion, cette expérience en physique avec les clients, pouvoir les recevoir, leur payer un café, un bon whisky, un bel aise, ceux qui veulent, et surtout s'asseoir autour d'une table, parler d'horlogerie, connaître le client et lui présenter les montres, prendre le temps de lui faire vivre une vraie émotion, et chose qu'on peut pas forcément faire en ligne et qu'on s'efforce quand même de faire, même si on est à distance, avec un beau carton, un beau packaging, une montre exclusive parce qu'on s'embête quand même à faire que des éditions limitées, donc à renouveler constamment les collections, à faire des moules, à synchroniser les ingénieurs, à synchroniser qu'est-ce qu'on veut comme détail, etc. C'est un travail perpétuel. Mais cette fois-ci, le faire en magasin de manière physique pour qu'il y ait le contact humain. Ok, et tu sais dans quelle ville elle va être ou pas, du coup, la boutique? Elle va être à Tournon-sur-Rhône, ma ville natale, en fait, là où je vis, là où actuellement la marque est basée. Donc c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, donc ça semblait être intéressant et on va dire ça avait du sens de lancer le premier magasin à cet endroit-là. L'avantage, c'est que je suis à 1 heure de Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Avignon à peu près. Donc je suis à proximité de pas mal de choses, pas de grandes villes. Et actuellement, j'ai un revendeur qui est vers Marseille. Et pendant les fêtes de Noël, à Roquevert, exactement. Vers Marseille, c'est pour ça que je connais. Vers Marseille, c'est ça, exactement. Et à Roquevert, et il y a des gens qui faisaient 2h30 de route pour aller récupérer une maison de montres chez eux. Donc, et ils avaient 3-4 clients par jour qui venaient en showroom voir les montres, en fait. Donc je me suis dit, il y a des gens qui attendent vraiment le fait d'avoir une boutique, d'avoir un point de vente physique pour passer le cap. Et d'un côté, moi, ça me fait super plaisir de pouvoir rencontrer des clients et de passer du virtuel TikTok à quelque chose de réel. Et c'est vrai que c'est un gros aboutissement pour moi parce que là, on transforme une communauté des vidéos sur Internet à quelque chose de physique. Donc là, ça prend une autre dimension. Parce que là, aujourd'hui, tu as réussi un peu, je sais que c'est difficilement calculable, mais de savoir d'où viennent tes clients. Est-ce que 50-60% viennent du coup du marketing TikTok, après tu as le paid et tout, mais est-ce que ça représente une grosse partie? Pour moi, majoritairement, c'est TikTok. Aujourd'hui, je me suis focus là-dessus. J'avais relancé un petit peu du Facebook et Insta Ads pour Noël. Alors, c'était correct, mais c'était moins efficace que du TikTok. Aujourd'hui, ma com est basée vraiment sur TikTok. Mon budget pub, je le mets sur TikTok. J'ai eu testé, il y a eu des échecs. J'ai testé du Facebook, du Google Ads, ça n'a pas fonctionné. Insta et Facebook Ads, c'est compliqué.
Et même si je me suis formé, je pense qu'on peut encore peut-être faire mieux que ce que moi je fais en termes de campagne. L'idée, c'est d'être un peu de partout, donc c'est très compliqué d'être sur la pub, le développement produit, le développement fournisseur, voir l'horloger qui travaille avec moi dans la Drôme. Enfin, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, TikTok, ça fonctionne, donc je reste dessus. Même si aujourd'hui, c'est sûr qu'avoir une marque sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui vont être un peu sceptiques en se disant ouais, mais si elle est sur TikTok, c'est que c'est pas sérieux. Alors, déjà, il y a beaucoup de marques qui font de la pub sur TikTok, mais j'entends, mais c'est un réseau qui fonctionne et ça permet d'être très proche du client. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis sur TikTok, 3 ans que je prends les bonnes remarques, que je fais évoluer la marque, que le chiffre d'affaires fait que d'augmenter, que les gens rentrent dans la famille Maison Morphin et que ça fonctionne. Donc c'est cool, même si ce réseau est mal vu. Au final, il y a quand même une interaction qu'on peut avoir difficilement sur un Instagram ou un YouTube, ou que c'est un peu moins formel. Mais justement, je pense que ça, c'est aussi amené à changer. Au début, ça a été beaucoup décrié. Comme tu dis, TikTok, il y a 3 ans, c'était des danses. Tout le monde critiquait. Tu vois, même des YouTubeurs, aucune personne venait sur cette plateforme. Aujourd'hui, on voit que si t'es pas trop sur cette plateforme, t'as loupé quelque chose. C'est quand même beaucoup de visibilité. Ce que je trouve intéressant quand même, c'est que t'as du TikTok en cours. Ça arrive vraiment à te ramener une audience qui est qualifiée et qui va avoir le budget de pouvoir s'acheter une belle pièce. C'est là qu'on voit que certaines hautes marques horlogères devraient aussi un peu plus utiliser ce réseau à bon escient. Ouais, bah c'est sûr que c'est un réseau qui permet. Alors moi, je ratisse très large, donc je vais ratisser des gens qui sont pas du tout dans ma cible, donc ça va attiser aussi beaucoup de haine. Sachant qu'aujourd'hui, quand quelqu'un sort quelque chose, entreprend, ça malheureusement, j'ai attisé énormément de haine aussi. Et je l'entends parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans l'ère où les gens peuvent arnaquer les autres, faire un business éphémère, disparaître du jour au lendemain, ou faire du dropshipping en n'ayant rien chez soi et en prenant juste une marge et en prenant 0 risque. Ça, je l'entends. Mais après, oui, c'est sûr que les autres marques s'aventurent pas là-dessus parce que eux, ils ont d'autres stratégies, ils ont plus de budget. Et ils vont avoir des opérations marketing qui vont être différentes. Et puis c'est des gros groupes, donc ils ont pas la même stratégie, ils n'ont pas la même proximité avec le client, quoi. Je vais revenir sur un truc aussi. Est-ce que tu as poussé ou est-ce que c'est prévu de pousser du coup ce côté en plus de ta boutique, ce côté revendeur? Oui et non, en fait. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir, alors j'y suis pas encore, mais surtout pouvoir interagir avec le client et connaître le client, discuter avec lui, comprendre ses ambitions, ce qu'il aime en horlogerie, etc. Avoir une certaine proxémie. J'essaie de l'avoir justement avec le site internet, en répondant rapidement aux clients, en rappelant personnellement les clients quand ils demandent des rappels sur le site internet. Donc des revendeurs, je suis pas forcément sûr. On verra après l'avenir et de quoi est fait l'avenir, et peut-être que je changerai d'avis là-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Paris qui demandent souvent de voir les montres, donc peut-être trouver un revendeur là-bas. Mais l'idée, c'est après de retranscrire une certaine expérience. Donc il faut avoir quand même une entière confiance dans le revendeur pour qu'il donne le service adéquat qui va avec la marque que nous, on a envie de faire partager. Parce qu'aujourd'hui, si on tombe sur un revendeur qui bâcle un petit peu la vente, qui s'intéresse pas aux clients, qui montre juste les montres et c'est tout, ça va pas refléter notre image. Et derrière, c'est nous qui allons du coup en subir les conséquences. Donc à voir avec le temps. Ok. Puis même en termes de stock, aujourd'hui, je crois que la nouvelle, t'es à 50 ou 100 pièces? Entre 25 et 50, et les prochaines seront entre 50 et 60. Ok, ça marche. Donc c'est aussi compliqué pour toi d'en envoyer 15 à chaque coin de la France. Bah c'est ça, par exemple le revendeur, là, quand j'ai eu les montres en stock mi-novembre, donc le revendeur à Roquevert, je lui ai pas envoyé la verte par exemple parce que j'étais quasiment déjà en rupture au moment où je les ai fait partir. Donc en fait c'est très compliqué de les déparpiller. Déjà un magasin, c'était compliqué en disant j'ai que 10 montres en vente, quoi, ou 5 montres en vente. Alors c'est pour ça qu'on est plus axé showroom, ce sera pas une bijouterie, ce sera pas un magasin en proprement parler, ce sera plus un lieu de rencontre entre le client et la marque, où le client prendra du temps, on prendra du temps à lui présenter les montres, et il vivra quelque chose de sympa, on s'asseyera, ce sera pas de la vente à la sauvette, où on ouvre avec la clé la vitrine, on prend la montre, bah la voilà, la voici. On va prendre du temps, discuter horlogerie, je suis un passionné, et ça me fait plaisir de pouvoir discuter, même si le client il vient et qu'il l'achète pas, c'est pas très grave, l'idée c'est de passer un bon moment, lui servir un café, discuter horlogerie, et discuter de notre passion en fait. Et c'est vrai, c'est ce que je reproche un petit peu aux gens qui viennent sur TikTok, qui vont simplement dire oui, c'est nul, etc. C'est dommage que ça nous réunisse pas autour d'une passion. Aujourd'hui, l'horlogerie, c'est un domaine qui est super intéressant. T'as même lancé ta chaîne, donc au final, la preuve, on est plein dans ce cas-là à aimer ça. Et j'ai envie justement que ça réunisse les gens, qu'on puisse discuter et avancer ensemble. Ouais, ça c'est malheureusement un peu l'ère des réseaux, parce qu'en plus TikTok, la population elle est assez jeune, même si ça a tendance à un peu, à vieillir. Et puis même, je pense pas que ce soit des mecs de 30 ans, quoique qui t'insultent en commentaire, t'as tout, tu vois, t'as toujours de tout. Malheureusement, je pense qu'aussi ces gens-là qui sont premiers à crier sur TikTok vont pas se déplacer dans ta boutique, justement, c'est toujours comme ça, ces gens-là, tu les vois qu'en ligne, ça gâche un peu la fête. Toi, justement, tu te sers vraiment beaucoup de tous les retours que t'as
pour continuer à améliorer Ouais, bien sûr. Ouais, moi, je suis très à l'écoute, tu vois, de la communauté. Et l'idée, c'est de faire un produit qui plaît, mais qui me plaît aussi, parce que j'ai quand même mes propres valeurs. J'ai quand même mon axe, on va dire marketing, même si j'aime pas trop ce mot-là, tu vois. Mais on va dire que moi, j'ai mes piliers, j'ai des choses qui font l'ADN de la marque. J'ai pas forcément envie, pour faire plaisir à un tel ou un tel, de rompre avec telle ou telle valeur de la marque. Par exemple, tu vois, il y a certaines personnes qui ont du mal avec le packaging, qui vont dire oui, moi, je veux juste une montre classique. Mais le problème, c'est que si je fais un design classique dans une montre classique, pourquoi on viendrait acheter chez moi? J'ai plus aucune fibre différenciatrice, tu vois. J'ai plus rien qui me différencie de la concurrence. À 1000 euros, tu peux avoir une Herbelin avec un design classique, on va dire, et une petite boîte classique sans packaging. Donc en fait, si je fais la même chose, pourquoi on viendrait acheter chez moi alors que moi j'ai pas l'histoire d'Herbelin? Donc il faut quand même avoir aussi un positionnement différenciateur, être raisonnable aussi, parce que moi dans le packaging, j'accorde pas beaucoup de budget. J'essaie de donner le meilleur rapport qualité-prix, et en plus le packaging, je le prends à ma charge. Là, par exemple, j'ai lancé la nouvelle collection en précommande, celle qui sort en avril. Mais j'ai toujours pas commandé le packaging et je sais toujours pas qu'est-ce que je vais mettre dedans. Donc si demain je me chauffe à mettre une housse de voyage qui me coûte 30 euros, bah vu que le prix de vente il est déjà défini, bah je vais juste enlever 30 euros à ma marge en fait. Donc mais moi c'est pas grave, si je dois faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça parce que j'ai envie qu'il y ait une vraie émotion, que le client se sente chouchouté. Et aujourd'hui l'expérience client pour moi c'est ça, c'est chouchouter le client. Non, sur le fait que t'écoutes les remarques, excuse-moi, les remarques complètement. Après voilà, il faut savoir trier aussi. Ça, si c'est quelqu'un qui connaît rien, qui dit juste non moi je veux ça, il faut quand même écouter la grande majorité. Et prendre en considération bien entendu les remarques positives et négatives qui sont constructives pour faire avancer la marque et qu'on puisse créer quelque chose qui convienne aux clients, mais sans trop m'égarer non plus de ce que moi j'aime, puisque l'idée c'est de faire quelque chose que j'aime aussi. Et justement, tu as remarqué, parce que du coup, après ces 3 ans, si tu as beaucoup de clients qui sont assez réguliers, qui ont débuté un peu une collection de montres de ta marque? Ouais, en fait j'en ai même beaucoup parce que le challenge pour moi aujourd'hui, c'est d'inspirer confiance et d'expliquer que c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit Tissot que c'est de la mauvaise qualité en fait. Pas que c'est de la bonne qualité. Si tu t'appelles Tissot, c'est de la bonne qualité. Si tu t'appelles autre chose, c'est pas de la bonne qualité. Donc le gros challenge, c'est de faire rentrer les gens dans la marque. Par contre, quand les gens rentrent dans la marque, la fidélisation, elle est hyper simple. Les gens, quand ils commandent, j'ai pas les statistiques en tête, mais il y a peut-être 30% qui vont acheter une deuxième. Et c'est énorme aujourd'hui de fidéliser à ce point-là. Et j'ai des clients qui ont plus de 10 montres en fait. Et qui jurent que par la marque, qui me précommandent instantanément les nouvelles, et parce qu'ils ont vécu une belle émotion à l'ouverture. La montre est de très bonne facture, parce que c'est ça qu'on se concentre sur l'expérience et le packaging, mais il n'y a pas que ça. On est sur un acier 316L, on est sur un Versafire, on est sur un mouvement suisse, un assemblage à la main à Besançon, on est sur un contrôle qualité français, on a un SAV en France. Même la montre en elle-même, même s'il n'y avait pas toute l'expérience à côté, la montre en elle-même est hyper qualitative. Et en termes de tarification, vu que je vends directement aux clients et que j'ai pas beaucoup d'intermédiaires et que j'ai pas non plus beaucoup de frais de fonctionnement. Tu vois, j'ai pas 50 salariés, 3 magasins dont certains places Vendôme, etc. Donc tout ça, ça se retranscrit sur le prix de vente. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas tout ça. Donc moi, je peux me concentrer sur le cœur du produit, c'est-à-dire la qualité. Et en fonction de la qualité de mon coût de revient, j'établis le prix de vente. Et aujourd'hui, je crois que j'ai estimé à 55 euros par montre de coût de fonctionnement de l'entreprise. Donc j'entends location du bureau, les personnes avec qui je travaille, les collaborateurs auto-entrepreneurs, la CFE, l'hébergement, etc. Mais si demain je fais des opérations marketing, que j'ai 1 milliard de salariés, etc., bah ce coût de fonctionnement par montre va augmenter. Et du coup, oui, au final, je me retrouve avec quand même pas mal de personnes qui ont acheté 1, 2, 3 montres, voire certains qui en ont acheté quasiment une dizaine, puisque la fidélisation est très simple, parce qu'ils ont le produit en main et ils se rendent compte en fait c'est de la qualité, ils ont vécu une belle émotion à l'ouverture, et derrière on a un super service, on répond à leur email, tout va bien, et c'est des pièces exclusives, donc en plus ils ont quand même pas mal d'avantages là-dessus, quoi. Ça c'est incroyable. Et justement là tu l'as un peu dit tout à l'heure, aujourd'hui tu es sur deux nouveaux modèles par an? À peu près c'est ça, il faut à peu près 6 mois entre quand tu te mets sur un design et que tu as le produit fini en main, et encore c'est parce qu'on speed quand même pas mal. Mais c'est à peu près ça, on est sur 2 modèles par an, donc là il y en a un qui arrive en avril, et là je vais me mettre ce mois-ci plus le mois prochain sur l'élaboration du design pour le modèle suivant. Il sortira je pense autour d'octobre-novembre. Sans rentrer dans les détails pour pas nous embrouiller, tu peux expliquer un peu le process, comment tu pars d'une idée à un produit fini, avec même si tu peux, pas de citer tes fournisseurs, mais savoir avec qui tu travailles, comment est fait la chaîne, parce que je sais que toi aussi t'es en marque française. Donc c'est aussi intéressant de voir que tu fais bosser du local. Ça aussi, c'est super cool à mettre en avant. Ouais, j'ai travaillé même très longtemps avec un graveur sur Valence. Donc Valence, c'est en Drôme, c'est pas très loin de chez moi, qui faisait les gravures, les numérotations sur les montres. Et même si mon fournisseur pouvait le faire, alors au début je le faisais avec lui, après je me suis renseigné si mon fournisseur pouvait le faire directement, il pouvait le faire, mais je continue à le faire avec lui. Ça me fait plaisir de pouvoir travailler déjà avec des artisans locaux, faire travailler des artisans, travailler français.
Bon, après, il a fermé son entreprise, donc du coup, j'ai investi directement en interne dans un graveur laser. Donc, c'est moi maintenant qui fais mes gravures personnalisées. Et si tu veux, pour parler du process, il y aura du coup la partie design ici en Ardèche. Donc, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait, mais là, je vais travailler avec un designer pour pousser encore le truc plus loin pour la collection qui arrivera à Noël prochain. Derrière, on va soumettre des fichiers PSD sur Photoshop et PNG qui sortent du coup de Photoshop à l'usine. Donc là, en l'occurrence, ça va être des simulations 2D. Eux, ils vont les transformer en 3D pour qu'on se mette d'accord sur vraiment le côté du boîtier, la couronne, comment elle est, les détails, etc. C'est moi après qui valide avec eux. Donc il y a beaucoup d'étapes là parce que du coup il y a beaucoup d'échanges entre bah non là je préfère comme ça, là je préfère comme ça, c'est pas totalement ça que je voulais sur le côté. Donc il y a beaucoup d'ajustements. Donc tous les jours on doit discuter avec eux par mail, etc. Donc c'est très très long. Et derrière en fait ils vont créer des moules. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur le design 2D 3D, moi j'envoie un 2D, eux ils me sortent un 3D. Le 3D il est sujet à être modifié jusqu'à trouver justement le design qu'on souhaite. Et une fois que le 3D est prêt, là ils vont lancer la production des moules. Donc, ils vont créer les pièces détachées, la couronne, la lunette, etc. Ils vont faire un cercle d'emboîtage de la bonne mesure par rapport au mouvement. Et même avant ça, avant même de démarrer les moules, moi, je vais leur faire parvenir un échantillon du mécanisme que je veux. Pour qu'ils prennent les codes, plus toutes les documentations que STP, parce que je travaille avec une marque suisse pour le mécanisme, me fournit et je leur fournis à eux. Et donc, du coup, ils ont toutes les codes pour faire le boîtier sur mesure pour que le mouvement s'imbrique bien à l'intérieur, pour que à l'arrière, tu vois, là, j'en ai une sur la main, et ben la masse oscillante tourne parfaitement. Au niveau du verre saphir et que le verre saphir fasse bien la bonne taille par rapport à la masse oscillante. Enfin, tout est fait sur mesure. En fait, c'est de la R&D classique de montre. Donc, ils créent les moules, ils coulent les pièces détachées pour que ça fonctionne. Ils font évidemment un test en interne pour que tout s'imbrique avec le sample que je leur ai envoyé du mécanisme. Le tout est rapatrié du coup à Besançon. Ça, on parle de pièces détachées. Donc, les pièces détachées viennent à Besançon. Donc, aujourd'hui, les pièces détachées sont pas en France parce qu'il n'y a pas d'usine en France qui fait des pièces détachées pour les micro-brands. C'est Asie ou Suisse? C'est Asie, c'est le même endroit que Herbolin, que Libre, que Baltique, que 31. Aujourd'hui, ce sont toutes les marques qui fonctionnent avec des usines asiatiques. C'est aujourd'hui l'atelier du monde. C'est pas un secret pour personne, je m'en cache pas. Il y a même une vidéo épinglée sur mon TikTok qui explique toute la procédure et pourquoi on travaille avec des usines asiatiques, parce qu'on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, ce qui va compter sur la qualité des pièces détachées, c'est les cahiers des charges. Moi, quand je leur livre la montre, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, je leur livre le design 2D, mais je leur livre également un document Word qui fait 3-4 pages avec les matériaux que je veux, les dimensions que je veux, le grain, par exemple, pour le satinage, tu vois, là c'est du brossé, donc du satiné. On est sur un grain de 120, c'est un grain très précis qui va donner un certain résultat. En fait, il faut leur donner toutes les cartes pour que eux, derrière, en interne, puissent faire les pièces détachées. Et aujourd'hui, quand on achète une Herbolin, la pièce, elle est asiatique, et pourtant, on n'a aucun défaut esthétique sur le boîtier, ça reste de l'acier. Ils ont des très, très bonnes machines. Là-bas, ils ont des rendements immenses, et ils sont obligés d'avoir des très bonnes machines pour suivre la cadence et pas avoir du SAV sans cesse, parce que les marques reviennent vers eux en mode, il y a que des défauts sur vos boîtiers. Donc, du coup, les boîtiers sont faits là-bas, ils sont rapatriés à Besançon. Moi, je suis directement en direct avec STP, en relation avec eux. Donc STP, je leur fais ma commande de mécanisme et je leur fais livrer également à Besançon. Donc les pièces et les mécanismes arrivent à Besançon. Donc il faut synchroniser tout le monde au niveau des dates, etc., des délais, parce que je crois que c'est 10 semaines pour avoir les mécanismes avec STP. La production des pièces détachées, c'est quasiment 3-4 mois entre la création du moule, etc., les tests, les contrôles qualité, c'est très très long. Parce que malgré que sur les usines asiatiques, elles sont très très strictes aussi. Et je travaille avec une usine qui fait quand même que des pièces haut de gamme, donc c'est quand même très long aussi. Et à Besançon, donc là je travaille avec l'entreprise Mouche et Fils qui assemble du lip et qui est vieille de 3 générations. C'était le grand-père du gérant qui avait lancé l'entreprise. À savoir que le gérant est actuellement normalement retraité, mais il gère encore l'entreprise, donc c'est un passionné. Et ça me fait plaisir de soutenir encore son entreprise que son grand-père avait lancée. Et c'est là-bas du coup qui a assemblé les montres. Donc pose d'aiguilles à la main. Là où il y a aussi des marques suisses qui ont automatisé ces procédures, là c'est fait à la main. Emboîtage, pose de bracelet, test statique, contrôle qualité, test d'étanchéité. Donc le vrai savoir-faire français pour moi, il est là-dedans. Il est dans la contrôle qualité, l'assemblage minutieux à la main. Pour moi, l'assemblage est un travail artisanal, alors que l'usinage n'est pas forcément un travail artisanal. Paramétrer une machine pour qu'elle cuisine des boîtiers, c'est pas vraiment artisanal. Donc aujourd'hui, le Made in France, il réside surtout dans le contrôle qualité, l'assemblage minutieux à la main, et justement ce que j'essaie de faire perdurer en travaillant avec ces entreprises-là, qui sont aussi des petites entreprises, parce que l'entreprise Mouche est une entreprise à taille humaine, une petite entreprise humaine, ils sont une quinzaine. Ils essaient de faire perdurer leur savoir-faire qui tend quand même à diminuer et à disparaître. Monsieur Mouche, pour avoir discuté plein de fois avec lui, il me disait il y a 50 ans, à Besançon, tu retrouvais des magasins, enfin des usines qui faisaient des aiguilles, des couronnes, des lunettes, des boîtiers, et en fait, ils ont tous fermé.
Et il me disait d'ailleurs lui-même qu'aujourd'hui, la dernière usine qui reste en France de pièces détachées, c'est une usine qui fait des aiguilles. Et que tout le reste a disparu. Et c'est dommage, en fait, de plus faire perdurer ce savoir-faire-là français. Donc, le peu qu'on peut faire perdurer, c'est l'assemblage et le contrôle qualité. Donc, c'est pour ça que je continue de travailler avec eux. Et ça me fait plaisir aussi de soutenir des entreprises à taille humaine avec qui tu peux interagir. Tu n'es pas en train de nourrir des gros groupes qui ont des actionnaires au capital et qui veulent juste du rendement et du bénéfice. Là, tu fais perdurer des petites entreprises qui ont comme seule valeur justement leur cœur de métier, quoi. Ok, donc on est bien loin du dropshipping qui est prôné dans les commentaires. Oh là là, si tu savais. Et ouais, moi, je fais des nuits blanches très longues. Je fais des journées qui sont incommensurablement longues parce qu'il faut synchroniser STP, synchroniser le fournisseur. Moi, en parallèle, il faut que je fasse le design des notices d'utilisation, que je trouve une usine qui travaille bien au niveau du papier. Il faut que je trouve une usine qui travaille bien au niveau de l'écran parce que c'est pareil. Là, on parle de la montre, mais il faut trouver une usine qui fait des cartons d'expédition, prendre les mesures, leur faire un design avec parce que pour que l'écran passe pile poil dedans avec le coffret, donc il faut faire un design pour le carton, un design pour le papier de soie qui va se refermer, faire un papier de soie sur mesure pour qu'il se referme pile poil et que tu puisses le tamponner avec un sticker. Il faut que tu trouves une usine qui va faire le papier de cage à l'intérieur avec le bon coloris. Il faut que tu trouves une usine pour faire la carte de garantie. Il faut que tu fasses le design de la carte de garantie. Il faut que tu fasses le design de la notice. Et ça, c'est que des usines différentes. Il faut synchroniser tout le monde, archiver les factures, les envoyer à la comptable, courir derrière des fois les factures où tu dois courir un peu derrière les fournisseurs. C'est toujours un peu la galère. Et en plus, synchroniser tout le monde, les délais, ce qui est toujours très compliqué à tenir, parce que tu dois gérer des pièces détachées d'un côté, des mécanismes de l'autre. À Besançon, c'est un mois et demi pour faire assembler à peu près 200 montres. Et il faut pas qu'il y ait de galère, etc. Donc il faut pas qu'il manque de pièces ou qu'il y en a qui soient perdus. Donc c'est un boulot à plein temps. Moi, je travaille de 8h du mat à 1h du mat depuis 3 ans, quoi. Et du coup, c'est à Besançon aussi qu'est géré ton SAV? Non, le SAV, il est en Drôme. Par contre, je travaille avec un maître horloger et son équipe qui est dans la Drôme. Donc, c'est à 15 minutes de chez moi, c'est l'avantage. Et 15 minutes, du coup, du magasin qui va ouvrir en avril. Et là, c'est un maître horloger qui, lui, est certifié Omega, Hermès, Tissot, Cartier. En fait, donc, il a vraiment les agrégations, on appelle ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'il a le tampon de garantie de chez eux. Donc, il travaille avec énormément de grandes marques de luxe. Et c'est lui qui m'a un petit peu aiguillé sur le Swissmade au niveau du mécanisme, qui m'a encouragé à passer là-dessus et qui supervise aujourd'hui tout mon SAV. Il valide totalement ce que je fais. Il est très content de ce que je propose. Il me suit dans l'aventure. Il a même une partie de son atelier qui est dédiée du coup à mon SAV s'il y a besoin de changer un boîtier, une lunette, etc. Ouais. C'est lui qui gère ça depuis le début parce que moi, j'avais vraiment l'ambition de faire les choses bien et je voulais pas me dire que mon client, dans 2 ans, s'il a un problème, quand la garantie sera expirée, il puisse pas avoir un SAV digne de ce nom, ou même pendant la durée de la garantie, qu'il attende 3 mois pour avoir une montre réparée ou que c'est mal fait, etc. Donc, je suis directement allé chercher un horloger compétent avec qui travailler pour gérer le SAV, pour pas que les gens soient lésés pendant la garantie et même au-delà. Et aujourd'hui, je suis très bien entouré par ces personnes-là, que ce soit Monsieur Mouche qui gère l'usine d'assemblage à Besançon ou l'horloger et son équipe avec qui je travaille, qui, dans les 2 cas, en tout cas, valident totalement mon projet, ont les produits en main, sont très étonnés de la qualité des montres. Et aujourd'hui, c'est aussi eux que je vais beaucoup écouter pour, on va dire, améliorer la marque, puisque j'ai pas la prétention de dire que ma marque est la meilleure du monde et qu'aujourd'hui tout est parfait. Mais en tout cas, j'essaie de faire mon maximum, quitte à baisser un peu mes bénéfices pour écouter un peu les critiques, des choses que je peux améliorer sur celle-ci. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu allais faire appel à un designer qui allait arriver dans ton équipe. Tu penses que qu'est-ce que ça va apporter, surtout qu'est-ce que ça va changer, comme amélioration chez Maison d'Enfant? Disons que moi, même avec mes compétences que j'ai de designer, je suis pas encore, c'est pas mon métier. Donc il y a des choses que des fois j'ai envie de faire, mais que j'arrive pas à faire. Donc je pense qu'on va pouvoir pousser le vice un peu plus loin de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, en travaillant les angles, les biseaux, les petites références, cacher des petites choses dans le design, aller pousser encore la chose un peu plus loin. Et l'avantage de ce designer là, il travaille aussi beaucoup sur l'expérience client, l'expérience produit, l'identité visuelle. Et donc du coup, on va aussi travailler la partie packaging. On va essayer de rendre quelque chose d'assez intéressant. Donc là, je lance la nouvelle collection en avril. Il y en a une nouvelle qui arrivera à Noël prochain. L'avantage, c'est que là, je vais lancer du coup un modèle squelette. Donc comme j'ai l'habitude de faire, un peu sophistiqué, avec du travail sur les étages au-dessus du mécanisme, etc. Et là, on va essayer de travailler encore le design un peu plus loin. Un modèle casual, un peu comme j'ai au poignet ici, minimaliste, passe-partout, 41 mm. Et je veux lancer une 3e gamme, qui est une gamme un peu vintage, avec un diamètre plus contenu, qui a 38 mm, qui pourrait être même non genré. Donc ça permettrait de voir un peu si la gente féminine est attirée par ce type de montre-là. Et j'aimerais pouvoir faire par exemple un packaging dédié pour chaque catégorie. Donc la partie vintage, peut-être sortir un écrin, ou le sortir noir avec mon logo doré.
le sortir avec un beau revêtement laqué, avec la couleur bois naturelle, etc. On va essayer justement de pousser le vis pour se creuser la tête, pour vraiment avoir une vraie identité, avoir 3 gammes différentes et pousser l'identité au maximum et de pousser au maximum les idées que j'ai en tête et pouvoir vraiment cette fois-ci les retranscrire comme je veux en 2D et en 3D puisqu'il a les compétences pour les deux et pouvoir faire quelque chose de plus qualitatif. Après, ça sera pas quelqu'un qui sera à plein temps, ce sera un prestataire externe puisque j'ai pas besoin aujourd'hui d'un designer à plein temps en interne. Mais en tout cas, ça promet de belles choses et de pousser les choses encore plus loin pour que la clientèle soit évidemment de plus en plus satisfaite des montres et qu'à chaque collection, on progresse, nous aussi, quoi. Ok, et justement, tu vois l'évolution et tu vois la marque où, je dirais dans 1, 2, 3 ans, est-ce que tu as déjà des steps où tu veux aller, tu as déjà des idées, ou ça c'est quelque chose qui évolue toujours, je sais que ça évolue toujours au fil du temps, mais est-ce que toi tu as déjà en tête un peu une direction où tu veux aller typiquement là, tu parles que tu vas avoir ce côté 3 catégories de montres chez Maison Morphin. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions un peu que tu avais en tête? Je pense que déjà quand j'aurai les 3 catégories, je pense pas en créer une 4e à part si une idée m'arrive. Après, savoir où est-ce que je vais être dans 2-3 ans, c'est compliqué parce qu'en fait ça va super vite. Je pensais pas au bout de 2 ans et demi, 3 ans déjà être sur du Swiss Made, des montres à 1200. Déjà moi à l'époque vendre des montres à 129 €, moi qui suis issu d'un milieu modeste, ça me semblait être incommensurable et que les gens que lâchent 129 €, etc. Donc en fait ça va tellement vite que c'est compliqué. Le magasin qui arrive là, ça s'est fait un peu. J'ai eu une stagiaire en novembre, donc on était 3 dans l'équipe. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était compliqué de gérer ici, en tout cas dans les bureaux qu'on a actuellement, 3 personnes. Je me suis dit, go regarder un local, puisque l'année prochaine, je pense, avec les résultats de novembre-décembre cumulés, je pourrais peut-être me permettre de prendre quelqu'un en plus. Et au final, voilà, on est déjà sur un magasin. Donc au final, c'est compliqué de dire dans 2-3 ans où est-ce que je suis. Autant j'aurai peut-être 2 magasins, autant j'en aurai 3, autant j'en aurai 10. J'en aurai jamais 10 parce que on est que sur des pièces limitées, mais c'est pas mon ambition. Mais ça va très très vite. Après, j'aimerais quand même rester sur cette gamme de prix autour de 1000-2000 €, peut-être 500-2000 € si je lance un modèle quartz un jour. Parce que moi, mon ambition même, c'était de pouvoir proposer au grand public l'expérience, même si j'aime pas ce mot du luxe, mais plus l'expérience premium, parce que j'aime pas ce mot luxe en fait. Pour moi, ça veut tout et rien dire. Donc au final, si après je monte encore en gamme, que je fais des montres à 3, 4, 5, 10 000 €, pour moi, je m'égare de mon marketing de base qui est, j'ai envie, entre guillemets, de donner à monsieur tout le monde l'accès à cette expérience qui normalement est réservée à une élite. Et donc voilà, c'est assez compliqué de savoir où est-ce que je serai dans plusieurs années, mais en tout cas dans 2-3 ans, j'espère avoir ouvert un 2e ou un 3e magasin, peut-être à la capitale. Ça pourrait être le step numéro 2, c'est de faire le 1er magasin ici, le 2e à la capitale, puisque là-bas il y a beaucoup de gens qui me demandent justement où est mon magasin et s'il y en a un sur Paris, donc ça peut être la suite logique. Et évidemment encore et encore m'entourer, augmenter l'équipe, m'entourer d'encore de plus de personnes et faire grossir la chose, et puis me créer une communauté encore plus solide sur Internet et être encouragé et être suivi par des passionnés qui permettront d'aiguiller encore la marque sur le bon chemin. S'il y a des choses à améliorer, il y aura toujours des choses à améliorer. Dans tous les cas, tu resteras toujours sur ce côté série limitée, mais est-ce que quand tu auras un peu plus de renommée, un peu plus de portée, tu monteras sur du 100, du 150 exemplaires, ou tu penses que ton identité, c'est de faire du 50-60 et que tu vas te perdre à augmenter, à doubler entre guillemets la série? Ouais, moi déjà la chose c'est qu'à chaque série on augmente la quantité. Donc là on était passé sur du 25 et là on est passé sur du 50 pour le modèle cadran plein comme celui que j'ai au poignet. Le modèle squelette on était sur 50, on est passé sur 60 et à chaque série on va augmenter un petit peu la quantité. Donc l'idée c'est de toujours rester en édition limitée. L'idée c'est pas que dans 10 ans on soit sur une édition limitée à 10 000 exemplaires, parce que pour moi c'est plus du tout une édition limitée. Je me mets comme plafond 500 pièces, tu vois, dans 5 ans on va dire, ou même peut-être avant, parce que c'est vrai que ça va tellement vite que je sais pas exactement. Mais l'idée c'est toujours de rester sur des drops, des éditions limitées. Ça nous demande beaucoup plus de travail en interne parce qu'il faut à chaque fois refaire des photos produits, des vidéos produits, des descriptions, des fiches articles, des fiches de présentation, des designs et synchroniser les ingénieurs, etc. Mais pour moi ça fait partie de l'expérience. Moi, j'avais comme ambition de baser la marque sur 4 piliers. Un design un peu plus travaillé, sophistiqué. Par exemple, pour les squelettes, je me contente pas de simplement ajourer le cadran et laisser le mécanisme apparent. Je vais essayer de travailler des superpositions d'étages qui vont être découpées pour cacher les organes un peu moins intéressants et mettre en avant les autres. Mais ça va créer de la complexité. Donc ça, c'était le premier pilier. C'était vraiment de créer une sorte de sophistication au niveau du design sans trop le charger non plus. Et je pense qu'avec un designer, on peut-être optimiser
cet aspect-là pour le rendre encore un peu plus qualitatif. Le deuxième pilier, c'était la qualité produit, même si on peut même le mettre au cœur de la marque, donc dans le premier pilier, mais on va pas les donner forcément dans l'ordre d'importance. Mais voilà, la qualité de la montre, c'était partir sur des matériaux haut de gamme. Je suis sur de l'acier 300 CZL, le même acier que Omega va utiliser, Tudor, etc. On est sur du tungstène, de la céramique. C'est des matériaux qui sont premium, un verre saphir rayable sur l'avant, sur l'arrière. On est sur un mécanisme suisse qui est quand même de très bonne facture, qui va pas durer 2-3 ans, mais qui pourra durer des années si tu l'entretiens correctement. Et on est surtout sur un travail artisanal à la main, avec le maximum de personnes qui vont travailler avec moi. Je pourrais aussi trouver un designer en Chine. L'idée, c'est de travailler avec un designer français. Je pourrais déléguer mon SAV autre qu'avec un maître horloger local qui, lui, forcément, va me tarifer plus cher parce qu'il a la notoriété d'être un maître horloger. Non, j'ai envie de travailler avec des artisans locaux. Je travaille avec une usine aussi d'assemblage en France qui me coûte 10, même plus de 10 fois le prix d'un assemblage asiatique. Mais ça me fait plaisir. Donc ça, c'était le deuxième pilier de la marque. Le troisième pilier, c'était l'expérience client. C'était de créer vraiment une émotion par le packaging, par le service, avec un service client qui répond rapidement, avec le fait de pouvoir demander un rappel, le fait plus tard de pouvoir venir en boutique et de vivre une vraie expérience avec un vendeur qui prend le temps de te montrer le produit. Et le dernier pilier, le quatrième, c'était l'exclusivité avec que des séries limitées. Et aujourd'hui, c'est vrai que si j'évolue encore et encore, et je me le souhaite, et c'est déjà le cas, je ne veux pas rompre avec l'un des piliers. Donc, je pense qu'on restera sur des séries limitées, mais ça restera quand même dans le raisonnable. Au maximum, dans quelques années, on sera sur du 500 pièces, ce qui reste quand même très limité en France, c'est clair, ou même dans le monde, mais pas au-delà. Parce que là, toi, t'es en fonds propres, tu t'es auto-développé, auto-généré. Auto-financé, Auto-financé, pardon. Est-ce qu'il y a un moment donné, tu t'es dit, pourquoi pas lever, pourquoi pas faire venir des gens un peu extérieurs pour essayer d'accélérer la chose, ou justement, ce côté où t'as ton rythme, ça te permet aussi, comme tu dis, d'évoluer en même temps que la marque et de rester dans ton ADN. Je pense que c'est ça en fait que j'ai envie. J'ai pas envie de mouiller l'argent des autres. Donc tu vois, il y a tous les jours on me contacte des gens qui veulent investir, même des collègues qui veulent investir. Mais moi, je suis en autofinancement. Je ne mouille que mon argent. À savoir aujourd'hui, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Que moi, je me rémunère pas, que je me suis gardé un petit capital pour vivre et que je tape dessus et qu'à un moment donné, il va falloir quand même que je me rémunère parce qu'on va arriver à la rupture. Mais j'ai pas envie de mouiller l'argent des autres. J'ai envie encore aussi de rester maître des décisions, de l'orientation de la marque, de pas dépendre de personne, de pas devoir donner de compte à des actionnaires ou des gens qui viennent investir. Et je pense que aussi ma maturité a avancé avec la marque. Aujourd'hui, comme tu as su le dire et je l'avais dit au début du podcast, j'ai évolué avec la marque et justement monter à mon rythme, ça me permet d'augmenter aussi ma maturité, mon expérience dans l'horlogerie. Et si je viens à lever, c'est que je serai déjà très bien entouré. J'aurai une équipe qui supervisera plein de choses. Parce que j'ai pas la prétention d'être Einstein et d'être le meilleur du monde et d'être le plus compétent et d'avoir la meilleure marque du monde. Mais en tout cas, j'essaie de faire mon possible pour faire de la qualité et de prouver aux gens que c'est de la qualité, même si ça me demande beaucoup de travail et de la sueur sur le front. Mais non, peut-être que je lèverai un jour, peut-être que je ferai des crédits tout simplement à la banque Otis, parce que c'est totalement faisable quand tu es en société. Mais je me laisse le temps de mûrir, de prendre encore en maturité, de m'entourer d'une vraie équipe pour que ça soit plus gérable, parce que déjà là, c'est très difficilement gérable tout seul, à 2, voire à 3 avec les prestataires avec qui je travaille. Mais si demain je viens à lever, comme certaines grandes marques ont pu lever des centaines de milliers d'euros, et devoir assumer ça sur mes seules épaules, déjà que je dors très peu, que je me couche très tard, et que ma vie est tournée autour de la marque, ça serait très compliqué. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a un modèle qui s'est plus vendu que les autres? Il y a un modèle que tu as lancé qui s'est plus vendu que les autres, ou ça a toujours été... Enfin, je pense plus tu as de visibilité, plus ça vend plus rapidement, mais est-ce qu'il y a un modèle qui t'a un peu marqué, que tu as lancé, que tu t'es dit, ah là, je vois que ça plaît et on va creuser dans cette identité-là? La Black Hole, je sais pas si ça te parle, c'est le modèle tonneau que j'avais lancé sous le nom Olympic Luxury. Le modèle tonneau avait cartonné. Alors surtout dans les coloris black and gold, les gens sont très fans du black and gold et du black, même si moi je tends à diminuer ce type de design là, enfin ce type de coloris là, parce que d'un point de vue intérieur, aujourd'hui plaquer une montre avec de la couleur, avec un dépôt par vapeur, donc un plaquage PVD, ça va quand même s'user avec le temps. Et si ta montre elle vient à être rayée, mis à part changer la pièce, tu peux rien faire d'autre. Une montre en acier comme ça avec un couleur classique, sans plaquage, tu la polis, tu mets le bon grain, tu resatines comme il faut, ta montre elle repart comme si elle était comme neuve. Donc c'est vrai qu'avec le temps, pour des raisons de SAV, de longévité et de satisfaction client, je vais tendre à arrêter ces coloris, même si au final c'est des coloris qui plaisent. Mais oui, aujourd'hui je pense que ça a été la Black Hole qui a le plus plu. Et encore,
Et encore, je dirais que la MM2302, celle que j'ai au poignet en c'est vert, mes préférés, elle est partie en 2 mois. Ok. Et je pense que même la Black Hole à l'époque n'était pas partie aussi vite. Je n'ai pas été en rupture, en tout cas aussi rapidement d'un coloris aussi vite que la MM2302. Et là, la bleue que j'ai au poignet, il en reste plus que 2 en stock. Ok. Donc on va être, je pense, cette semaine en rupture de ce modèle-là aussi. Il te reste noir, or. Noir, or, et c'est tout après. Pour ce modèle-là, en tout cas. Ok. À chaque fois, tu te gardes une pièce ou tout part? Quand tu dis les 25. J'en garde deux. Je suis un peu un tricheur. En fait, j'en regarde un que je garde pour que je porte tous les jours, donc qui va être utilisé à être rayé, etc. Mais bon, c'est ma marque, je kiffe porter mes montres, donc je vais les porter. Et j'en garde une sous blister. Ok. Que j'archive et que voilà, peut-être que si j'aurai quand j'aurai un musée dans 20 ans, j'aurai toute la collection Maison Morphin de A à Z avec toutes les montres toutes neuves sous blister. Voilà, c'est cool. Faut y penser, parce que même tu vends tout, à la fin tu veux te récupérer une pièce. C'est un coup ça a spéculé, tu te retrouves à lâcher je sais pas combien pour acheter tes propres pièces. Ouais. Bon après c'est pas par spéculation, tu vois, mais je me dis c'est cool, tu vois, d'avoir une collection complète de A à Z, et puis même je suis créateur de la marque, c'est quand même normal que j'en garde une, et en plus en bon état, et une que je prends au quotidien, que je kiffe, et que si je viens à rayer, bah c'est pas grave, c'est fait pour, tu vois. Toi tu changes de montre tous les jours, ou t'as ton petit chouchou je change tous les jours, moi. Tous les jours, tu changes de modèle. Ouais, j'accorde un peu avec ma tenue, etc. Ça dépend. Ouais. Aujourd'hui, tu sais combien t'as sorti un peu de modèles sur les maisons. La question, une fois, on me l'avait posé aussi, parce que tu sais, j'avais un format interview sur mon TikTok où je demandais à quelqu'un de lire les commentaires sous mes vidéos, mais je sais même pas combien j'en ai sorti. Il y a quelqu'un qui dit, il sait pas, mais oui, je sais pas. En fait, j'étais tellement la tête dans le guidon que je sais même pas combien j'en ai sorti. Je pense une quinzaine, 10-15 de modèles. Mais après, s'il y a quelque chose un message que tu voulais faire passer, ou quelque chose que tu voulais présenter un peu en détail. Non, bah après, c'est simplement être bienveillant envers tout le monde. N'hésitez pas à donner des remarques sur le tout, même moi m'écrire par email, sur les réseaux, me suivre, et puis suivre aussi l'aventure sur YouTube, parce que j'ai lancé une chaîne YouTube, donc j'avais fait une petite pause pendant novembre-décembre parce que j'avais pas du tout le temps, et mon cadre monteur était axé TikTok à fond, parce que j'avais mis la com à fond sur TikTok, et là je reprends les vidéos et je veux justement partager mon aventure sur YouTube, montrer les dessous de la scène. J'ai déjà commencé un petit peu à le faire, mais depuis que mon monteur travaille avec moi, il fait de la bien meilleure qualité, donc c'est que depuis 3-4 mois que mes vidéos sont plus qualitatives qu'avant. Mais ouais, sur YouTube, n'hésitez à me suivre, me donner les feedbacks, suivre un peu l'aventure, m'aider à progresser, et puis faire de belles choses tous ensemble. Je pense que c'est la morale de l'histoire, faire de la qualité et être content qu'une nouvelle marque arrive aussi sur le marché, que ça soit une micro-marque avec qui on peut interagir, et que tout le monde puisse un peu participer aussi à l'évolution de celle-ci. Et voilà, si quelqu'un me donne par exemple le fait que je change de nom, j'avais sondé ma communauté à l'époque j'avais plusieurs noms en tête, que Morphin, que Maison Morphin, est-ce que je pars sur Mont-Olympe, et en fait au final les gens, je les avais fait un petit peu voter, donc il y a plein de gens chez eux qui doivent se dire aujourd'hui, si Maison Morphin c'est Maison Morphin, c'est un peu grâce à moi. C'est collaboratif, donc les gens en fait participent un peu aux choses. Et si je peux même plus tard faire une rubrique forum sur mon site internet et soumettre les designs quand je les sors, et un peu sonder la communauté pour savoir ce qu'ils en pensent, est-ce qu'on modifie telle chose, est-ce qu'on part sur un cuir comme ça, bah, ça super cool, parce que moi l'idée c'est d'être bienveillant. Je suis pas là pour arnaquer personne, j'investis pas tout l'argent que j'ai économisé pendant des années dans une marque pour m'en mettre plein les poches, qui plus est je me rémunère pas, donc de toute façon en tous les cas je m'en mets pas plein les poches. L'idée c'est de vraiment aujourd'hui développer la marque, et si je peux faire participer les gens à la marque, avoir leur avis, et qu'on progresse ensemble et qu'on fasse quelque chose de cool, et ben tant mieux. Et j'espère même à terme pouvoir encore faire croquer les gens. J'ai deux, trois idées en tête, comme par exemple faire des journées découvertes en atelier, visite des ateliers, etc. Ça peut être des choses qui peuvent vraiment être cool, parce que j'ai envie de donner cette fibre, cette passion d'horlogerie aux gens. Et d'ailleurs mon packaging, je pense que je vais l'orienter sur les prochains modèles plus éducation à l'horlogerie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent chez moi juste parce qu'ils kiffent le design et ils y connaissent rien. Et moi, je suis un passionné d'horlogerie, je kiffe la mécanique, je kiffe voir le cercle d'emboîtage, comment un mouvement est imbriqué dans un boîtier, etc. Et j'aimerais justement éduquer un peu mes clients sur ça, et leur donner un peu cette fibre, et leur donner cette passion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Ah, tu m'as donné la passion de l'horlogerie, j'ai acheté une montre chez toi, j'y connaissais rien avant, et ça m'a motivé à faire une collection. » Et si je peux continuer dans ce sens-là, et axer mon packaging d'être plus là-dessus, avec des petits livrets sur l'horlogerie, l'histoire de l'horlogerie, sur qu'est-ce que l'acier 316L, c'est un acier dans lequel on va diminuer le taux de carbone, on va rajouter du molybdène. Le molybdène, ça permet de contribuer à la résistance à la corrosion. C'est des petites choses qui sont un peu techniques, mais je trouve ça cool qu'après, du coup, les gens qui achètent chez moi s'y connaissent un peu plus, et si je peux faire naître des passions chez les gens, c'est tout bénéf. Surtout, je trouve que tu as toujours deux types d'acheteurs. Tu as vraiment les personnes qui vont acheter au design, mais tu as vraiment énormément de passionnés qui adorent tout connaître sur la montre.
Donc Ouais, c'est justement, je ça. trouve que c'est une force de tout documenter sur les réseaux. Enfin, après, à titre perso, c'est ce que j'aime énormément, donc je pense que mon jugement peut être faussé, mais quand tu te sens proche d'une marque, que tu vois un peu l'évolution, la galère, voir la marque enfin, croître, je pense que ça, c'est super intéressant et de le documenter sur YouTube. En plus, tu es relativement assez jeune. Moi, ce que je déplore beaucoup, ce que je l'ai un peu vécu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis beaucoup détaché de TikTok, c'est que j'ai des mecs qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui sont en train d'insulter ma daronne de tous les noms. Mais des fois, c'est des détails, même. Ouais. Ça, c'est très jeune, mais même sur YouTube, la dernière fois, j'ai eu un commentaire qui est venu de l'espace d'un mec qui avait l'air d'avoir 50, 60 ans, qui m'a démonté en deux. Je me suis dit, mais mec, Après, moi, en plus, j'adore répondre, tu vois, je réponds vraiment à tous les commentaires. Ah ouais. Je peux passer ma soirée à me prendre la tête avec un mec à l'autre bout de la France. Et je me dis, mais t'as autre chose à foutre, enfin, t'as 4 fois mon âge. Tu vois pas que genre, je suis juste un gamin qui kiffe, qui essaye de faire partager sa passion. T'as un mec, un frustré, qui vient de dézinguer ce que soit t'as écorché un mot. En plus, ça arrive de dire des conneries, tu vois. Non, mais oui, mais en fait, le problème, c'est que sur Internet, les gens sont intransigeants. Moi, je suis une marque, donc je peux pas me permettre de répondre aux gens, tu vois. Donc, moi, je supprime. Et après, les gens se disent, ouais, c'est bizarre, et supprime. Non, c'est juste que si je laisse le commentaire, ça va être, les gens vont répondre à son commentaire. Ça va partir en troisième guerre mondiale dans les commentaires. Donc, je préfère supprimer quand c'est pas constructif. Mais moi, on m'a dénoncé aux fraudes. On m'insulte tous les jours. On a retrouvé mon adresse. J'ai été inspecté par le service des fraudes, donc c'est pareil, ceux qui disaient dropshipping, ça me fait rire parce que j'ai été inspecté par le service des fraudes, j'ai été convoqué à Priva, j'ai dû sortir toutes mes factures, mes preuves de fournisseurs, comme quoi j'avais bien le stock en France, etc. J'ai sorti mes designs et tout. Non, c'était dingue. Et je suis à ma 6 ou 7e dénonciation des fraudes parce que les gens continuent de me dénoncer. Mais vu que j'ai déjà été inspecté, maintenant, mis à part recevoir un courrier qui me dit quelqu'un vous a dénoncé, il est disponible sur votre espace, parce que j'ai carrément un espace client maintenant, et vous pouvez le consulter et répondre aux gens. Et en fait, c'est bourré de fautes d'orthographe. LOL, il fait du dropshipping, c'est pas vrai, c'est pas fait à Besançon, alors qu'il y a des vidéos. Et il y a des gens qui disent, ouais, ce mec, il fait que de se justifier. Le problème, c'est que sur Internet, t'es obligé de te justifier. Parce que si tu ne justifies pas, les gens se disent, ah, s'il me répond pas, c'est que j'ai mis le doigt sur quelque chose de vrai. Donc, si le mec, il dit c'est du dropshipping et que tu réponds pas, et que tu supprimes juste le commentaire, par exemple, et que tu te fais pas de vidéo qui explique que ça n'en est pas, les gens vont dire, ah, tu vois, il a supprimé le commentaire, ça veut dire que c'est du dropshipping. Donc, en fait, t'es obligé de te justifier. Après, du coup, t'as des gens qui vont dire, ce mec, il fait que de se justifier, c'est pas normal. Mais d'un côté, t'es obligé. Mais c'est pour ça que sur mon site internet, je mets accès, je mets mon fichier de design 2D, je mets mon fichier de design 3D, je mets des photos en atelier, je mets des visites d'atelier, parce qu'en fait, t'es obligé d'un côté, ça me fait trop plaisir parce que je suis hyper transparent et au moins je montre le dessous de la scène, les choses que les autres marques ne montrent pas. Mais d'un côté, il y a des gens qui vont trouver ça louche ou pas normal, etc., etc. Et je comprends que tu te fais défoncer parce que moi c'est pareil. Et en plus, sur TikTok, c'est un public qui est trop sujet à critiquer pour rien. Et puis, c'est un peu une hype, tu vois. Je vois bien, des fois, tu regardes une vidéo, t'as toujours le commentaire le plus liké. Des fois, j'ai un peu l'impression c'est vraiment le commentaire le plus con, tu vois. Est-ce que, tu vois, je trouve ça un peu dommage parfois. C'est que, enfin, toi, ça t'a aidé à te construire. Mais des fois, t'as tellement envie d'arrêter, tu dis, mais frère, qu'est-ce que je vais faire? De me faire dézinguer, j'essaie juste de faire ma passion, je développe une marque, et t'as Jean-Augustin, 14 ans. C'est ça qui, en fait, des fois, ça te fait déprimer, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, tu vois, si je te donnais un conseil à quelqu'un, c'est accrochez-vous. Le mec, je me rappelle de l'inspection des fraudes, je lui avais dit, ça va que j'ai les reins solides. Je lui ai montré mon téléphone, parce que j'avais carrément mis des filtres à mots-clés, tu vois. Ouais. Je peux aller en bas des commentaires, tu cliques sur modérer les commentaires. Et j'avais pris une vidéo que j'avais pubée à mort pendant Noël, tu vois, donc il y avait fait des vues. Et je te disais, regarde, je faisais défiler comme ça, il y avait que des commentaires, t'es une grosse merde, c'est de la merde, nanani, nanana. Et les gens, ils vont retrouver ton adresse, ils vont faire des posts sur toi, des tweets, des machins, ils vont prendre le temps de te ramasser. Alors que toi, en fait, t'es là, t'as investi des centaines de milliers d'euros, tu dors pas la nuit. Moi, j'ai fait de la paralysie du sommeil et tout. Non, mais moi, j'ai fait un ulcère alors que j'ai 27 ans, tu vois. C'est un truc que tu fais quand t'es stressé, que t'as 60 ans, tu vois. Parce que, j'ai investi toute mon épargne, tout ce que j'ai gagné depuis, parce que moi, j'économise depuis mes 17 ans, tu vois. Moi, ma mère m'a toujours dit, tu vas travailler, de toute façon, je peux pas donner de l'argent, donc tu vas travailler ou c'est rien. Donc, tu vois, tout mon argent, je l'ai économisé. À 23, 24 ans, j'ai lancé la marque. J'avais 35 000 de côté et j'ai sué pour les avoir. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins que 35 000 sur mon compte en banque perso parce que j'ai tout mis sur la boîte. Et si demain je vois rien, et en fait, tout ce que j'ai épargné depuis mes 16 ans, c'est merci, au revoir, il n'y a plus rien, tu vois. Donc c'est vrai que quand t'as des gens qui viennent te rabaisser, te dénoncer aux fraudes et tout, alors que toi, t'es là, tu prends des risques de malade. Moi, je travaille jusqu'à 1h du mat. Tout novembre, décembre, je faisais des lives TikTok de 21h30 à 1h du mat. Et les gens me trouvaient ça aberrant. Je dis, mais là, vous me voyez parce que je fais un live. Mais le reste de l'année, pour pouvoir vous proposer ces pièces qui sont sur la table devant moi, je travaillais tous les soirs jusqu'à 1h du mat en train de répondre à des fournisseurs, faire des designs et compagnie, tu vois. Et les gens, on le voit pas, ça. Et je trouve ça fou parce que demain, il y a un gars, il veut être photographe ou artisan ou il ouvre sa boulangerie.
bah, tu vas pas aller le critiquer. Et toi, c'est sur Internet, tu prends encore plus de risques. Et en plus, tu t'exposes. Donc, c'est un peu comme quand tu fais de la boxe. Tu vas sur un ring, tu sais que tu vas prendre des coups. Bah, moi, je sais très bien qu'en m'exposant sur TikTok et sur les réseaux, je vais m'en prendre plein la gueule. C'est comme ça. Ouais. Mais je trouve ça fou que les gens soient pas bienveillants et se rendent pas compte des risques que je prends, que je suis hyper transparent, que je vais en usine et que je fais mon maximum pour faire travailler tous les artisans du monde français et qu'il y a même des grandes marques qui se font beaucoup moins chier sans parler vulgairement, tu vois. Donc, ouais, c'est Internet, c'est comme ça, tu vois. C'est les bons et les mauvais côtés, toi, ça te permet de te développer, de pas, enfin, t'as un coup de pub, tu vois, mais ça te permet, c'est quand même magnifique d'avoir TikTok, de te dire juste en faisant des vidéos, ça peut m'attirer des clients. Oui. Sur en soi, t'investis juste ton temps, mais de l'autre côté, tu te dis, ouais, enfin, c'est incroyable. Après, il faut se dire, là, tu vois, on fait le focus sur les rageux. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a que de ça. Non, mais en réalité, tu vois, tu fais une vidéo, moi j'ai des vidéos, elles ont 5 millions de vues. Il y a 70 000 likes. Si j'ai eu 200 commentaires de rageux, rien. Ça veut dire qu'il y a eu 5 millions de personnes. T'as des gens qui ont juste swipé, qui ont dit ouais c'est cool mais je like pas et je me casse mais c'est cool ce qu'il fait. T'as les gens qui ont liké, il y en a 77 000 et t'as les 200 mecs qui ragent. En fait le pourcentage de rageux il est beaucoup moins élevé que moi je suis énormément soutenu à 99%, les gens kiffent ce que je fais, tu vois. Mais ça que l'humain a tendance à retenir, tu vois, le négatif. C'est clair, même c'est clair. De positif, on m'écrit sur tous mes réseaux, on vient même retrouver mon compte perso, on m'écrit en MP, les gens sont super friendly, tu vois, des gens qui m'écrivent des pavés, j'ai 4,9 étoiles sur 5 sur Trustpilot, j'ai 150 d'évaluation. C'est ça l'indicateur le plus important, tu vois, au final. Voilà, les gens ils prennent le temps d'écrire des pavés parce qu'ils ont kiffé leur expérience, mais c'est vrai que l'humain a tendance à raccrocher au négatif, mais en tant que marque, il faut aussi surveiller les gens qui critiquent parce que un mec qui critique va faire beaucoup plus de bruit qu'un mec qui dit que c'est du positif. C'est clair. Donc voilà, tu as une sorte de réputation en ligne à tenir. Et c'est pour ça que moi j'essaie d'être le maximum transparent, que je viens sur ta chaîne pour expliquer que bah voilà, je me sors les doigts, j'essaie de faire les choses correctement. Si les gens peuvent me donner des remarques positives et me suivre et faire partie de l'aventure, let's go, tu vois. Mon magasin il va être ouvert, vous pouvez venir quand vous voulez, n'importe qui, même pour juste discuter avec moi, ça avec grand plaisir parce que j'estime qu'on peut juste discuter autour d'un café, parler d'horlogerie sans même venir acheter une montre à 1 200 €. Mais c'est sûr que c'est compliqué les réseaux. En fait, le problème c'est que TikTok c'est un format court. Et les gens, en fait, tu as 1 minute pour faire tes preuves. Et si les gens, ils interprètent mal ta phrase, tu peux passer pour le mec qui est un but de sa personne, qui est ci, qui est ça, qui est mal intentionné, qui veut juste faire de l'argent. Alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout, quoi. C'est clair. Là, pour un peu mot de la fin, pour pas que ça dure trop, je pense qu'on est bientôt sur une bonne heure. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait se lancer, qui voulait lancer sa marque, mis à part, genre, bien dormir avant, ça serait quoi les 2-3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut vivre de sa passion et je dirais numéro 1, avoir suffisamment de trésorerie, tu vois. Moi, au tout début du podcast, on a dit, tu vois, je suis parti sur des design catalogues, etc. Je regrette pas parce qu'au final, sur ça, je faisais rien. C'est clair. Mais, et je l'assume totalement aujourd'hui, tu vois, même si je l'ai personnalisé, etc. Mais t'avais pas le choix. Puis même, il y a beaucoup de marques qui font ça encore. Enfin, les gens se rendent pas compte. Oui, je veux pas dire dénoncer, mais je connais beaucoup. L'envers du décor, t'as énormément de marques, même pas horlogères, dans les fringues, dans tout. En fait, tu choisis un catalogue, tu fais 2 modifs, tu changes la couleur de l'aiguille, tu mets ton badge. C'est aussi une façon de faire et c'est pas forcément une mauvaise façon de faire. Et si c'est de l'acier de qualité, que tu as garanti 2 ans, que tu as etc., il n'y a pas de problème. Moi, mes premières montres, elles sont jamais revenues en SAV. Tout va bien, tu vois. Mais du coup, voilà, avoir suffisamment de trésorerie. Deuxièmement, je dirais d'avoir un positionnement différenciateur. C'est super important d'avoir. Si tu fais comme tout le monde, il se passera pas grand chose. Donc il faut que tu apportes ton petit plus, tu vois. Moi, mon petit plus, ça a été l'expérience, la sophistication des designs, la qualité produit, l'exclusivité. Je suis arrivé avec un nouveau concept. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même s'il y a des gens qui aiment le traditionnel, si je faisais du traditionnel, je pense que la marque n'aurait pas fonctionné. Et si je serais arrivé également il y a 1 an avec des montres à 1 200 € sur mesure parce que j'avais 200 000 € à poser sur la table et que ma mère m'avait fait un joli virement ou que j'avais levé des fonds, je pense pas que ça aurait fonctionné non plus parce que c'est pour ça que je regrette pas mon parcours parce que j'ai évolué, ma trésorerie aussi, et ça me permet aujourd'hui de proposer des montres à 1 200 qu'il y a 2 ans, personne n'aurait acheté. Donc je dirais, voilà, positionnement différenciateur en numéro 2 et avoir les reins solides, c'est pas mal aussi. Je pense s'accrocher de ouf, avoir confiance en soi, pas démoraliser et être axé solution. J'ai un collègue qui avait lancé une marque et lui, il n'est pas du tout le même mindset que moi. Et lui, dès que ça allait pas, il dit mais je me suis trompé, je pense que je vais arrêter. Alors que moi, tu vois, Google Ads ça marche pas, ok, on retourne sur TikTok. TikTok ça fonctionne pas, on va essayer de diversifier. Là, tu vois, TikTok ça peut être un réseau éphémère. Je me dis YouTube ça peut être le relais. YouTube c'est beaucoup plus safe, on va dire. Tu vois, une fois que tu as ta communauté, tu l'as. Tu mets plus longtemps en fait au final, parce que moi je l'ai bien vu. En plus, il y a une mise à jour un peu de TikTok. J'ai commencé, on va dire, sur TikTok et après je rabattais tout sur YouTube. Je dirais les 6 premiers mois où je me lance, je fais plus de 10 millions de vues.
Aujourd'hui, je mets un TikTok, je travaille pas le format TikTok. Donc en fait, c'est des reposts, des recadrages. Donc je fais du 1000, 2000, 3000 vues quand ça se passe bien. Mais t'es plus du tout dans l'air. Justement, c'est un truc que je voulais aborder, mais on a un peu un manque de temps. Où tu dis, aujourd'hui, comme tout vient de TikTok, si TikTok s'arrête, est-ce que tu as un peu un plan B? Est-ce que tu as une nouvelle, enfin pas une nouvelle, mais tu sais un peu comment tu voudras faire pour justement un peu pallier à ça? Moi justement aujourd'hui j'essaie déjà d'anticiper la fin de TikTok. S'il y a une fin de TikTok, je le souhaite pas parce que c'est un super réseau. Ouais, je pense. Tu vois, je fais des lives, etc. J'interagis avec la communauté, c'est super bien. Donc j'essaie d'anticiper ça avec YouTube. Parce que YouTube, pour moi, c'est beaucoup plus stable. La communauté, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Les gens qui sont abonnés à ta chaîne voient tes vidéos. TikTok, c'est pas du tout le cas. T'as beau avoir 50 000 abonnés, si ta vidéo, elle est pas bankable, personne ne la verra. Et derrière, là, j'ai le magasin. On va dire que ça va, tu vois. Il y a un an, j'étais déjà plus en stress que maintenant. Maintenant, je vais avoir mon magasin physique. J'ai aussi côtoyé beaucoup de gens. Tu vois, j'ai l'expertise du maître horloger avec qui je travaille, qui a une boutique à côté, qui m'explique les prix d'achat. Donc, je connais les prix d'achat des marques concurrentes, leur stratégie, etc. Donc, même je pourrais avoir une stratégie d'implantation en bijouterie, revoir un peu mon marketing et continuerai à perdurer même sans TikTok. Donc, je suis un peu moins en stress qu'à l'époque, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, ça me permettra d'avoir une petite porte de sortie par rapport à TikTok, prendre plus le temps d'expliquer les choses, parce que TikTok, ça peut très très vite être mal interprété quand tu dis quelque chose. Et puis on est sur des formats où tu fais une phrase d'accroche putaclic, les gens ils aiment pas forcément, mais d'un côté t'es obligé, sinon la vidéo elle fait pas de vue, personne voit, t'écoutes ton travail. Donc voilà, YouTube pour moi c'est pas la même clientèle. Les gens ont le temps de voir la réelle personne qui se cache derrière et d'émettre un réel jugement. Alors TikTok, tu peux avoir des préjugés sur les personnes qui sont pas bonnes en fait. C'est ça que je trouve incroyable avec YouTube, où je suis beaucoup plus sensible à ce canal-là, c'est que tu vas mettre plus longtemps à avoir une communauté. Faut t'accrocher si tu sors des vidéos qui te prennent 4 heures de travail, ça fait 80 vues, tu vois. Mais quand tu as commencé un peu à apprendre, c'est des gens souvent qui vont rester. Oui. Et tu vois, et c'est ça, c'est ta vraie communauté, tu vois. Que TikTok, ça peut être incroyable pour vite croître, mais une mauvaise mise à jour, ou comme tu dis, c'est un peu le chien qui se mord la queue sur TikTok, où des fois c'est trop pas du contenu poubelle, tu vois ce que je veux dire, mais c'est t'es obligé de faire un truc putaclic, t'es obligé de dire un truc scandaleux. Tu le vois bien aujourd'hui avec tous les TikTok qui marchent, c'est plus tu vas dire des conneries aberrantes et plus tu vas faire de visibilité, et à côté t'as plein de mecs qui se cassent le cul genre vraiment à faire du contenu de qualité, et ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus éducatif, mais pourtant ça fonctionne beaucoup moins bien parce que les gens justement ils sont à la recherche de sensas. On est drôle, et moi le premier, genre des fois tu scrolls, je me dis mais qu'est-ce que je fous, ça fait 20 minutes, je sais même pas ce que je regarde, et t'as pas trop ce côté-là justement sur YouTube, et c'est ça que j'adore si tu ponces un peu ce côté-là où justement tu documentes tout. Et l'avantage aussi, c'est qu'une vidéo souvent elle monte dans le temps, tu vois. Oui, YouTube, ça n'a rien à voir. Non, mais même ça me fait penser, t'as totalement raison. Dis-toi que là, quand je faisais mes lives TikTok, j'avais fait une vidéo à l'arrache, je disais ne rejoins pas ce live, j'ai trop de commandes et tout. La vidéo faisait 100 000 vues en 1 heure. Moi, je payais un cadreur monteur que je payais à fond super cher, tu vois, de l'heure, qui me fait des vidéos hyper quali, visite d'usine avec des bruitages et tout. Il se tue, il passe 4 jours à me faire une vidéo TikTok, elle fait 3000 vues. Non, c'est horrible. Casse la tête. C'est souvent ça, que c'est ultra frustrant, tu vois. Non, c'est le jeu. C'est pour ça que YouTube, c'est plus linéaire. Ok, tu vas pas faire une vidéo qui va faire 5 millions. Tu vois, moi, j'avais fait une vidéo quand PLK m'avait acheté une montre de ma marque. Ah, justement, je leur parlais, ça, j'avais oublié. Justement, que ça avait attiré quand même. Enfin, tu commences à attirer déjà un peu côté. PLK, il a un beau budget, c'est un mec qui porte une grosse maison. Tu sais un peu comment il est tombé TikTok, j'ai vu qu'il avait liké une de mes pubs. Ok. Et du coup, c'est après que je l'ai vu. Pareil, il y a Joyka qui me suit sur mon compte perso. Ok, incroyable. Pareil, il a liké mes pubs, il avait liké mes TikTok. Après, il est venu me follow, mais sur mon compte personnel. J'ai pas compris, mais bon, pourquoi pas. Et là, t'as David Michigan aussi, qui est une personnalité un peu publique. Bon, lui, il a été un peu médiatisé, bad buzz. Mais il est venu acheter une montre, il m'a fait commander une nouvelle qui arrive en avril. Elle part en Colombie et tout, donc trop bien. Mais ça attire les gens, et PLK avait été tombé dessus, il était super. En plus, il a kiffé parce qu'on l'a vu pendant très longtemps avec la montre au poignet, quoi. Donc, alors que le mec, il a une Cartier et tout, il a une Santos, je crois, ou une Tank, je sais plus, je crois que c'est une Santos qu'il a. Donc, le gars avait kiffé. Ça doit être incroyable quand t'es posé chez toi le soir, que tu as un clip de PLK, et que tu te dis, ouais, merde, ça doit être là. Justement, ça sera vraiment le vrai mot de la façon à pouvoir parler. Ouais, ça va jamais partir. Mais si tu t'avais, ça va être dur de choisir, mais ouais, ton plus beau souvenir, ta plus belle émotion avec ta marque, et on finit là-dessus, parce que sinon. Franchement, c'est un tout, on va dire. Déjà, le fait que je sois déjà là, tu vois, c'est super bien. Ça veut dire que j'ai fait un peu le job, que je suis en train de réunir des gens, j'intrigue des personnes, qu'il y a des gens qui me suivent. Mais pour moi, c'est un tout. C'est le fait le magasin, pour moi, je pense que quand je vais y être, ça va être quelque chose. Parce que,
on va passer du virtuel au réel et je vais comprendre à quelle heure il est possible de créer un truc virtuel qui se ressemble à un truc réel, un peu comme à l'époque les youtubeurs quand ils faisaient des meet-up, tu vois. Tu te disais, putain, là-bas, c'était juste un délire sur Internet et là, tu réunis plein de personnes. Je sais très bien que quand je vais faire l'inauguration, je vais faire un TikTok qui expliquera la date, l'heure, le lieu et tout. Et je pense que ça va être, il va y avoir plein de gens, tu vois. Et là, je vais comprendre que j'ai vraiment créé quelque chose, quoi. C'est parce qu'au final, c'est horrible. Parce que nous, on a grandi avec les réseaux, mais tu fais des millions et des millions et des millions de vues. Si on dit ça, quelqu'un qui a 15, 20, 30 ans de moins, c'est un truc de ouf. Mais c'est vrai que là, tu vas vraiment voir, même si t'as 100, 200, 300 personnes, tu te dis, mais ouais, j'ai touché 200, 300 personnes, genre moi, tu vois. C'est ça. Mais là, je le vois là parce que dès que je sors en soirée, je me fais arrêter. Tout le temps. Je suis parti en festival au bord de la mer et tout, on m'a toujours arrêté. Il y a toujours quelqu'un qui me tape sur l'épaule. J'étais au Cap d'Agde, on me tape sur l'épaule, je me retourne, il y a 3 gars, ils avaient lancé mon TikTok, il me dit gros. Je dis bah oui. Incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est le début, tu vois. Je suis allé au Delta Festival, on m'a arrêté, on m'a reconnu. Je vais vers chez moi, on me reconnaîtrait souvent. Enfin, même à l'autre bout de la France, à Paris, on m'avait reconnu. Donc c'est fou en fait. Donc là, tu commences à te dire, ok, tu as créé un truc quand même, tu vois. Petite notoriété, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est ça, ce qui me rend le plus fier, c'est que les gens me le rendent super bien. Ceux qui viennent me voir, qui me tapent sur l'épaule, ils me disent gros, je kiffe ce que tu fais. Et je passe un moment avec eux, je leur monte la montre, c'est cool, tu vois, on rigole 5 minutes. Et le fait que les gens viennent passer l'achat en physique, je pense que là, je vais vraiment me rendre compte de ce que j'ai créé en 3 ans sur Internet. Et les gens vont sûrement bien me le rendre. Et moi, j'ai été vendeur à l'époque en alternance. Donc je vendais des forfaits mobiles chez Bouygues, tu vois, en alternance, ça n'a rien à voir. Mais là, je vais vendre mon produit avec des clients, avec un vrai produit, avec le temps de l'expliquer. Donc je pense que c'est ça ma plus grande fierté, ça va être de rencontrer les gens dans le magasin et puis que des youtubeurs s'intéressent à moi, que les gens me le rendent bien sur TikTok, que la communauté s'agrandisse et tous les messages que je reçois tous les jours, que j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais que je reçois tous les jours quand même. Ça c'est incroyable. Bon, on va mettre fin du coup à cette petite vidéo parce que je pense qu'on aura encore pu parler des heures et des heures. Ça fera potentiellement un épisode 2. Je voulais te remercier d'être venu. C'est cool que tu sois aussi transparent. Ça va, je pense. Voilà, tu auras toujours cette part de haineux, mais il y a, je pense, beaucoup de personnes que ça intéresse un peu d'avoir le côté, même qui sont pas tes clients, qui peuvent te connaître, qui viennent tes clients, ça peut être cool, mais même, je pense rien que les passionnés, je suis suivi par beaucoup de personnes qui s'intéressent, enfin beaucoup, restons modérés, mais pas mal de personnes qui... Et toi aussi, dans 3 ans, ça sera comme moi, ça ira beaucoup trop vite, tu diras putain, j'avais pas anticipé, je suis bien 100 000. Ouais, c'est clair, c'est ce que je me souhaite, mais du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, même qui regardent, qui s'abonnent pas, donc ça c'est très mauvais, abonnez-vous. Si je peux le placer maintenant. D'ailleurs, il y aura ta chaîne, du coup, sur ça peut te pumper un peu de gens, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'envers du décor quand t'es passionné, tu vois. Ça, c'était cool, parce que t'as quand même répondu à pas mal de questions. Je te remercie pour ça. Et ben avec grand plaisir. Et puis que les gens n'hésitent pas à donner leur avis, qu'ils achètent pas, qu'ils me suivent, qu'ils me donnent un peu leur expertise, qui suivent l'aventure de près et qui restent friendly. C'est l'avantage. C'est la seule chose que je me souhaite. Et ben, ça sera le mot de la fin. Je te remercie. Allez, pas de soucis. Merci à toi.